Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Encore une heure à passer ensemble. On ira sur la tournée des festivals avec Au Son de Lyon à Nesmy en Vendée, en région Pays de la Loire. Et puis on ira aussi en cuisine dans un très joli établissement au château Castigno à Assignan dans l'Hérault avec le chef Stéphane Paroche. Et puis on jouera aussi. Restez avec nous, vous pourrez gagner 4 passes pour 2 adultes et 2 enfants au parc Spirou près d'Avignon. Mais tout de suite, c'est l'heure du petit-déj de l'actu. On fait tout de suite le point sur la situation à Bergerac au lendemain de l'explosion qui a touché une usine classée Seveso et qui a fait 8 blessés dont 2 graves, avec le maire de Bergerac, Jonathan Priolo. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Bonjour monsieur le maire et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, quel message tout simplement souhaitez-vous passer à vos administrés au lendemain de cette explosion? Vous souhaitez avant tout les rassurer? Oui, bien sûr, il faut rassurer l'ensemble des administrés de Bergerac, mais aussi remercier toutes les forces de secours qui ont pu intervenir très rapidement. On a une belle réactivité de la police municipale, nationale, des pompiers, des ambulances privées également. Donc cette belle réactivité qui a permis au plus vite, en urgence, de soigner l'ensemble des blessés, des victimes qu'on avait sur le site. Vous parlez des blessés, c'est l'occasion aussi d'avoir une forte pensée pour eux, pour leur famille également. Pas de décès à signaler. Qu'en est-il de la part de ces blessés, justement, 2 graves, c'est ça ? On avait une urgence absolue hier et 7 urgences relatives, donc 8 blessés en tout. On avait 35 personnes qui avaient été incommodées par les différentes fumées. Heureusement, la personne en urgence absolue aujourd'hui, au moment où je vous parle, son pronostic vital n'est plus engagé, donc tant mieux. Dès hier après-midi, l'ensemble des familles avaient été prévenues en ce qui concerne les personnes blessées. Très belle réactivité de la part de l'entreprise Eurenco Manuco, et ça c'était important aussi de rassurer très très rapidement. C'est ce qu'on a voulu faire aussi. On a souhaité sécuriser le périmètre avec les agents de la ville de Bergerac sur les sites sportifs qui sont autour aussi en cas d'évacuation qui aurait pu être un peu plus grave. Mais au moment où on avait le début d'information, on a préféré prendre toutes les précautions d'usage et ça s'est plutôt bien déroulé en ce qui concerne la partie sécurité, sécurisation du site pour nos administrés. J'imagine que vous avez fait des mesures au niveau de la pollution. Ça a donné quoi ? Quels ont été les résultats ? La police de l'environnement est sur site, elle est toujours sur site actuellement. Pour l'instant, aucune pollution n'est détectée. L'ensemble des ressources en eau et de produits est capté sous les bâtiments, sera évacué après par les outils nécessaires pour être sûr que rien n'aille au niveau de la faune, de la flore et dans la rivière Dordogne qui est juste derrière. Donc tout est sous contrôle et maîtrisé pour l'environnement, pour les animaux et pour les êtres humains, en tout cas pour tous les Bergeracois. Alors une enquête a été ouverte. Du côté de l'entreprise, de cette poudrerie, on indique qu'il y avait des travaux de maintenance. Est-ce qu'on sait si justement sur cette entreprise de maintenance, si elle était qualifiée ou si elle avait eu des formations justement pour éviter ce genre de risque sur des sites Seveso comme celui de Bergerac avec un risque élevé haut? Alors qu'on soit bien d'accord, quand on parle de maintenance, c'est les propres salariés de l'entreprise qui font la maintenance à l'intérieur des sites. Ah, c'est important de le préciser, d'accord. On n'est pas sur une. Après, il y a des entreprises prestataires qui viennent. Il n'y avait pas d'entreprise prestataire là en l'occurrence ? Il y a des entreprises prestataires qui viennent pour réparer des toitures, refaire un tableau électrique, etc. Mais à ce stade de l'enquête, on n'est pas sur des sous-traitants qui étaient sur place sur la maintenance. On va laisser l'enquête aller un peu plus loin. Pour l'instant, on est vraiment sur des salariés Eurenco Manuco qui étaient sur leur site de travail et qui faisaient certes de la maintenance, mais dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, on va attendre de voir l'enquête, on va attendre de voir les personnes blessées, mais les personnes blessées sont des salariés de Manuco Eurenco, donc ce qui veut dire que c'est bien des salariés, c'est pas des sous-traitants qui étaient là pour faire la maintenance. Donc on était sur un bâtiment numéro 75 dans lequel il y avait des échantillons de nitrocellulose, c'est des éléments qui permettent la conception de poudre et explosifs. Donc forcément c'est des choses à matière dangereuse. On est sur un site seuil haut, Seveso, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi des exercices réguliers sur la sécurité du site réalisés par l'État, par la ville de Bergerac, par les pompiers du département de la Dordogne. Donc ce qui nous a permis d'ailleurs, grâce à ces exercices-là, de gagner hier en réactivité et d'aller très rapidement sur ce que nous on a souhaité faire en priorité, c'est-à-dire l'urgence, soigner les blessés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un plan à chaque fois qui est prévu justement, qui est organisé et sur lequel vous travaillez. Il y avait des contrôles, j'imagine aussi réguliers. À quel intervalle finalement pour cette entreprise, cette usine ? Alors c'est très régulier, je dirais chaque jour, puisqu'ils ont des suivis
de l'ensemble de leur activité, en tout cas en interne. En externe, il y a une réunion par an qui est organisée et menée par les services de l'État où l'ensemble des collectivités qui ont des sites classés Céveso dans le secteur sont conviés et on fait le point sur chacune des activités. Et puis des exercices très réguliers pour l'ensemble du personnel, mais également pour nous extérieurs pour travailler avec eux. Donc c'est des choses qui se font très régulièrement, comme on a pu faire également à l'aéroport de Bergerac ou qu'on fait sur d'autres entreprises classées Céveso. On a forcément en tête les cas Lubrizol, AZF, forcément. Alors là, on n'est pas sur le même degré de gravité, j'ai envie de dire heureusement, même si ça n'enlève pas qu'il y a eu des blessés hier. En tout cas, pour les cas de Lubrizol et d'AZF, on a en tête forcément ces enquêtes très longues, la question de la transparence aussi des autorités qui a été posée. Sur le cas de Bergerac, ici, l'idée, c'est d'être le plus transparent possible vis-à-vis des riverains, vis-à-vis de vos administrés. Alors comme sur tous les sujets qui concernent la ville de Bergerac, c'est transparence totale. Voilà, ça fait partie d'une des marques de la municipalité actuelle, le dialogue et la transparence, parce que chacun doit avoir le même niveau d'information, quelle que soit la problématique qui a pu avoir eu lieu. Donc une fois que l'enquête sera menée, qu'on aura les conclusions, on fait des réunions de quartier une fois par an au mois d'octobre-novembre. Ce sera l'occasion de faire un point avec l'ensemble des Bergeracois, avec les riverains. Et en attendant, la société Renco Manuco, elle communiquera au fur et à mesure. Et les services de l'État, il leur a été demandé aussi par monsieur le sous-préfet et puis par les ministres. J'ai eu hier soir le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, au téléphone pour faire un point sur l'activité de Renco et sur la situation à hier soir. Le ministre des Armées également a été touché puisque Sébastien Lecornu m'a fait part de tous ses remerciements sur l'action qui a été menée dans la journée. Donc voilà, il y a aussi l'État qui veut vraiment faire toute la lumière sur cette activité, parce qu'on a besoin de cette activité. Je rappelle quand même qu'on est sur des activités civiles, mais également militaires, et pour l'OTAN. Donc c'est aussi la sécurité internationale, et donc c'est des activités importantes pour la nation. Et donc on doit continuer à avoir ces activités, mais on a aussi des nouveaux modes de construction. Donc c'est comment les futurs hangars construits peuvent être aussi beaucoup plus solides et qu'on ait moins de répercussions de petits morceaux quand il y a des explosions. Voilà, c'est aussi le futur qu'il faut construire ensemble, mais c'est aussi sur des sites comme ça classés Céveso, peut-être aussi d'y mettre de nouvelles activités puisqu'elles sont en proximité immédiate de nos quartiers résidentiels et sportifs, mais pourquoi pas avoir de nouvelles activités demain dans le cas de la transition écologique qui nous permettrait pourquoi pas de créer des réseaux de chaleur. Donc voilà, vraiment avoir une partie industrielle, mais également sur la transition écologique ou de nouvelles activités, il ne faut pas l'oublier aussi, sur un territoire comme le nôtre, avec une situation de guerre qu'on peut connaître aujourd'hui en Ukraine. Jonathan Priolo, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maire de Bergerac. Bonne journée à vous et bon courage bien sûr pour la suite. Merci, bonne journée à tous. Merci. On continue de parler avec nos deux nouveaux invités de cette actualité à Bergerac et de cette usine classée Céveso qui est à quelques kilomètres du centre de Bergerac. Et pour info, en France, 1301 établissements étaient classés Céveso en 2020, dont 692 avec un seuil de risque haut. Est-ce inquiétant? Comme Bergerac d'ailleurs, qui était en risque haut. Tout à fait. C'est une question qu'on vous pose ce matin, chers auditeurs. La présence d'usines classées Céveso à proximité d'habitation est-elle de nature à vous inquiéter? On attend toujours vos réactions et vous continuez de réagir. Et ça vote déjà beaucoup sur notre compte Twitter Sud Radio pour l'instant. Alors, est-ce que la présence d'usines classées Céveso à proximité d'habitation est-elle de nature à vous inquiéter? Pour l'instant, vous répondez oui beaucoup à 47%, oui un peu à 34%, et puis non pour 19% d'entre vous. Vous nous appelez 0826 300 300. En tout cas, on en débat en attendant vos appels avec nos invités, Marilyn. On a maître Dominique Audrery, avocat à la Cour, docteur en droit de l'environnement, patrimoine culturel et naturel, et Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, auteur de Tout peut exploser, enquête sur les risques et les impacts industriels aux éditions Fayard. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Tout d'abord, maître, vous avez entendu à l'instant le maire de Bergerac qui se voulait rassurant et qui expliquait effectivement ces exercices qui avaient lieu très régulièrement pour faire face à de tels incidents. C'est ce qui est mis en place finalement de manière globale sur l'ensemble de ces usines, Céveso, notamment à risque haut en France? Oui, dans la mesure où il y a cette directive Céveso 3, les usines à risque, les sites à risque sont obligés d'avoir et un plan de gestion contrôlé par les services de l'État et aussi prévoir des mesures d'urgence en cas d'accident. Ces mesures de contrôle, ces mesures de suivi sont très importantes. Les expériences récentes ont renforcé les directives pour que ces lieux soient mieux connus, que les risques soient mieux gérés et prévus autant que faire se peut. Ceci étant, quelles que soient les directives, il y a toujours des risques.
toute activité dans des matières aussi difficiles que celles qui sont gérées par la directive Seveso, il y a toujours un risque d'accident. Mais l'accident peut résulter soit d'erreurs humaines, soit aussi parce que face aux directives, aux plans que l'on met en place, il faut qu'il y en face les moyens financiers, les moyens humains. Sans du tout juger ce qui s'est fait ou pas à Bergerac, cela n'est pas mon propos, mais toute directive, si elle n'est pas strictement appliquée et si les moyens ne sont pas mis en place pour que celle-ci produise les effets escomptés, il y a un risque majeur. Mais indépendamment de cela, et j'y insiste, tout lieu comme celui de Bergerac présente des risques. Mais toute activité humaine présente des risques. La voiture que vous conduisez, si vous perdez son contrôle, devient une bombe. Donc toute activité a des risques. Simplement, ces risques sont plus ou moins forts et peuvent être plus ou moins contrôlés, plus ou moins prévus. C'est les O3 et les directives françaises essaient de mettre un maximum de règles, de contraintes pour que les risques soient minimum. Mais les risques existent, ça, c'est évident. Oui, bien sûr. Paul Poulain, je rappelle, un spécialiste des risques industriels et auteur de Tout peut exploser, on l'aurait compris. Vous avez enquêté sur un certain nombre de ces sites Seveso avec cette inquiétude-là que vous avez en tout cas à titre personnel au travers des enquêtes que vous avez réalisées. D'ailleurs, vous avez travaillé sur le cas de Bergerac. Concrètement, ce qui s'est passé hier, ça vous a étonné, surpris ou pas ? Comme l'a très bien expliqué mon prédécesseur à l'antenne, on parle quand même de sujets à risque important. Les sites Seveso, c'est 1300 sites sur les 500 000 sites dangereux présents sur notre territoire. Donc, c'est ceux qu'on a identifiés comme les plus à risque. Donc non, on peut pas être malheureusement surpris quand il y a un accident majeur sur ce type de site. C'est pour ça qu'on les classifie comme ça. Après, pour le cas de Bergerac en soi, ça a directement fait écho à l'analyse que j'ai pu mener sur cette commune qui, pour le coup, a connu 4 gros sinistres ces 10 dernières années. Et donc, c'est important par rapport au reste. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est un manque de chance? Est-ce que il y a un manque de moyens? Chaque accident n'était pas lié pour les mêmes raisons. Moi, ce que j'avais identifié dans mon livre, c'était surtout la partie gestion de crise. Une fois que l'accident est arrivé, ce qui compte, c'est de mettre en œuvre tous les meilleurs moyens, bien sûr, pour sécuriser la zone, pour soigner les personnes blessées, comme ce qui a visiblement été bien fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Et après, il y a aussi toute l'information vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la toxicité liée aux incendies ou à une fuite de produits toxiques. Et là, en l'occurrence, de ce que j'ai pu comprendre, il y a eu un incendie suite à l'explosion et je dirais que malheureusement, comme d'habitude, le principe de précaution n'a pas été poussé suffisamment selon ce que je pense, parce que n'importe quel incendie dégage environ 200 substances chimiques. Là, en l'occurrence, vu les produits qui ont engendré l'explosion, on aurait pu, selon moi, avertir la population de Bergerac et qu'elle se confine chez elle le temps de réaliser des analyses. Est-ce qu'on était sur des produits chimiques particulièrement dangereux ou pas? D'après ce qu'on entend, c'était a priori sans commune mesure avec ce qui a pu se passer du côté notamment de Lubrizol à Rouen en 2019. Ah bah c'est sûr que c'était pas exactement la même chose, mais après comme je disais, n'importe quel incendie de base en fait dans un incendie, il y a 2 questions, il y a la toxicité des fumées. De toute façon, n'importe quel incendie est toxique. Quand vous faites un barbecue chez vous, c'est pas propre. Après la question, c'est à quel point l'incendie, vous allez le respirer longtemps et ce qu'il y a à l'intérieur des fumées de l'incendie. Et en fonction aussi des conditions météorologiques, si jamais le vent part à l'opposé du centre-ville, c'est pas la même chose que si le vent va vers le centre-ville. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte et je trouve que ce n'est pas suffisamment regardé aujourd'hui par les autorités locales, par manque d'information, je pense, et également par l'État, dû aux difficultés que cela engendrerait, parce qu'en moyenne, on a 20 incendies industriels chaque jour en France.
Avec, en l'occurrence, un autre chiffre, un quart des accidents industriels qui sont le fait d'usines Seveso. C'est aussi important de le dire. Et vous le disiez d'ailleurs, maître Dominique Audrery, que c'est lié aussi à la classification de ces sites. Ils sont dangereux, donc par nature, c'est eux qui sont le plus susceptibles d'avoir justement des risques d'accident. Maître, vous restez avec nous, docteur en droit de l'environnement, patrimoine culturel et naturel. On vous retrouve dans un instant avec vous, Paul Poulain, spécialiste des risques d'industriels, auteur de Tout peut exploser, enquête sur les risques et les impacts industriels aux éditions Fayard. On continue d'en débattre. D'ailleurs, avec vous, vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez intervenir avec nos invités et débattre avec nous. Et la question du jour, la présence d'usines classées Seveso à proximité d'habitation est-elle de nature à vous inquiéter? Continuez de réagir sur nos réseaux. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Il est 9h19 sur Sud Radio et parlons vrai. Sur Sud Radio, on continue le débat autour de cette explosion qui a eu lieu à Bergerac hier, site classé Seveso. Et selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin, la présence d'usines classées Seveso à proximité d'habitation est-elle de nature à vous inquiéter? Sur les réseaux sociaux, ça réagit pas mal. Ouais, vous continuez de dire oui beaucoup en première réponse, 47%, oui un peu à 34%, non à 19%. On continue d'en débattre bien sûr avec nos invités. Nos deux invités, maître Dominique Audrery, avocat à la Cour, docteur en droit de l'environnement, patrimoine culturel et naturel, et Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, auteur de Tout peut exploser, enquête sur les risques et les impacts industriels aux éditions Fayard. Maître, parmi les réactions qu'on a sur nos réseaux sociaux d'auditeurs de Sud Radio, on en a un qui nous dit, peut-être à juste titre, il faut arrêter de construire proche des usines déjà présentes. Est-ce que c'est pas là aussi un des enjeux majeurs finalement de cette question de la sécurité liée à ces sites Seveso aussi? Alors, ces sites Seveso sont effectivement la plupart à proximité, voire dans des zones urbanisées. Il faut simplement se rappeler qu'il y a 50 ans, je n'étais pas assis. C'est l'extension urbaine qui est venue rendre les sites aujourd'hui dangereux dans les quartiers nouveaux que l'on a créés, sans toujours des considérations vis-à-vis des installations présentes. Il y a deux éléments, me semble-t-il, sur lesquels il faut insister, et Bergerac en est, je crois, un bon exemple. Oui. Le premier, c'est les mesures de sauvetage qui ont été mises en œuvre. Monsieur le maire de Bergerac le disait tout à l'heure, tout s'est passé très vite, il y a eu une mobilisation, donc à ce niveau-là, des progrès considérables ont été faits, c'est-à-dire que le risque, l'accident étant là, au lieu de s'interroger, on a mis en œuvre tout de suite des mesures pour que les blessés, pour que les effets de l'incendie soient maîtrisés. Avec le plan blanc qui a été déclenché très rapidement aussi. Donc ça, je crois que c'est important de le dire par rapport aux peurs qui naissent du fait de la présence de ces usines. Il y a aujourd'hui des mesures de suivi en cas d'accident qui sont importantes et qui, je crois, sont au point à peu près. Bon. Mais il y a toujours le principe de précaution. Le principe de précaution fait que l'on a laissé construire, qu'on a fait des aménagements à proximité de ces lieux à risque. Et ça, c'est une erreur forte. La deuxième chose, c'est que, quelles que soient les précautions prises, il y a toujours des risques. Et le principe de précaution, qui est un principe important, devrait largement être développé parce que il y a par exemple des constructions qui sont anciennes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui adaptées aux activités? Il y a des moyens il y a des installations électriques, il y a un tas de choses qui existent. Est-ce que les précautions suffisantes sont prises? Et là, on rejoint une autre difficulté qui est celle liée aux investissements financiers pour les constructions, investissements personnels. Est-ce qu'on va jusqu'au bout dans cette direction? Est-ce qu'on met bien des personnels compétents en nombre suffisant? Est-ce que des travaux nécessaires sont réalisés? Et là, nous rencontrons les problèmes industriels qui sont la rentabilité, la concurrence. Et donc, on sait que dans l'industrie, et ça n'est pas là une critique, je ne parle pas on aura compris. Tout à fait. On ne fait pas toujours jusqu'au bout ce que l'on devrait, parce qu'on dit cette année on peut attendre, et puis on attend une année de plus, et puis voilà. Et le jour de l'accident, si on avait fait, peut-être il y aurait eu moins de résultats. Donc, les directives existent, les moyens juridiques, je crois, sont suffisants. Ils peuvent être améliorés, mais ils existent. Ce qu'il y a, c'est que ce principe de précaution devrait amener à aller plus vite et plus loin dans les investissements matériels et humains pour que le contrôle des risques qui sont réels, qui existent et qui sont toujours là, soit le plus maîtrisé possible. Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, vous avez entendu maître Dominique Audrery à l'instant, qui parlait notamment de la question des moyens aussi humains, en personnel, et on l'a vu ces dernières années, la question du manque de moyens dont dispose l'administration pour contrôler ces sites qui s'est fait ressentir avec plusieurs mouvements d'ailleurs, actions, mobilisation sociale à ce sujet-là. C'est un vrai problème qui se pose même de plus en plus, cette question des contrôles et du manque d'effectifs pour ces contrôles?
On a 1300 personnes au ministère de la Transition écologique, 1300 équivalents temps plein, qui s'occupent de contrôler les installations classées pour la protection de l'environnement, donc les sites dangereux, pas uniquement les sites Céveso qui sont les plus dangereux. Donc 1300 personnes pour 500 000 sites, forcément, ça ne permet de faire que très peu de contrôles. On est à environ 18 000 sites sur ces 500 000 qui sont contrôlés chaque année. Donc j'avais fait une analyse dans le cadre de mon livre. Si on souhaitait contrôler une fois tous les 5 ans chaque installation classée pour la protection de l'environnement, on aurait besoin de 9 000 personnes. Donc on est loin du compte. 1300 et 9000, on est loin du compte. Après, c'est la question, si jamais on veut mettre ces moyens de contrôle, ça signifie que ça va nécessiter des besoins en termes de financement public supplémentaires. Qui finance ça? Enfin, voilà, c'est une vraie question. Après, il y a aussi vis-à-vis de la justice suite à ces accidents, où on voit que l'un des gros problèmes, ce n'est pas une fois que l'accident a eu lieu, c'est avant. Quand vous avez un site qui ne respecte pas la réglementation, suite à un contrôle, déjà des contrôles qui arrivent très rarement, si jamais il y a une mise en demeure, c'est-à-dire une non-conformité réglementaire repérée par l'inspecteur ou l'inspectrice de l'environnement, le préfet peut décider de ne pas sanctionner. D'accord, ok. Parce que le préfet fait toujours un arbitrage entre le développement économique de son territoire et la sécurité de la population. Ouais. C'est impressionnant ça, maître Dominique Audrery, sur cette question-là, sur la marge de manœuvre finalement du préfet à ce niveau-là. Précisons d'ailleurs que Lubrizol, pour le coup, à Rouen, avait été inspecté 39 fois en 5 ans. Oui, c'est un vrai problème de fond. La responsabilité de la mise en œuvre des réglementations relève de la compétence du préfet. Mais le préfet, cela vient d'être dit, a aussi dans ses compétences les obligations de développement économique et d'emploi et j'en passe. Or, dans les installations de ce type, les risques sont tels que ces impératifs-là ne devraient pas être pris en compte. Et les travaux nécessaires, les emplois nécessaires devraient être une priorité. Simplement, on a affaire à des entreprises qui ont des obligations économiques et qui font passer celles-ci avant la gestion des risques. Donc, quand on dit qu'il faut plus d'inspecteurs, oui, mais il faut aussi peut-être des moyens publics pour aider ces usines, moyens publics à définir, c'est pas que des subventions, je ne sais pas, mais pour aider ces entreprises à se mettre dans les normes, à respecter la réglementation, car certaines d'entre elles répondent simplement, si je respecte les normes, je ferme. Alors pourquoi fermer? Parce qu'elles ne peuvent pas financièrement faire les travaux nécessaires. Alors peut-être faut-il voir la question autrement, comment faire que les travaux nécessaires soient faits, car ces usines sont utiles. Donc il y a une utilité à ces usines. Et puis alors l'utilité, et puis Bergerac sur l'utilité effectivement de cette poudrerie, et puis 300 emplois aussi, on en parlait justement tout à l'heure. Donc il faut peut-être faire les travaux nécessaires et ne pas attendre que les risques se manifestent pour les faire. Là, c'est pas seulement des contrôles, c'est aussi les moyens pour faire les travaux nécessaires. C'est pour ça que j'ai parlé dès le début des moyens financiers, des moyens techniques. Sont-ils mis en œuvre effectivement? Dans bien des cas, ça n'est pas vrai. Il y a des usines qui ne font pas les travaux nécessaires, mais qui sont maintenues pour des raisons économiques, d'emploi local, etc., etc. Et là, je crois qu'il y a une décision politique au sens le plus noble du terme. Est-ce qu'on se donne les moyens pour conserver ces activités? Elles sont utiles, elles sont nécessaires, mais il faut les encadrer de manière technique, de manière nécessaire pour que les risques soient les plus limités possibles. Il n'est pas acceptable que, pardon, je le dis d'une manière peut-être un peu polémique, mais qu'un préfet fasse passer les intérêts économiques avant les risques. Mais il faut que les risques soient gérés pour que l'économie se poursuive, c'est nécessaire, mais il faut qu'il y ait des travaux, il faut qu'il y ait des mesures concrètes dans chaque cas particulier. Et cela dépasse la simple présence d'un inspecteur de l'environnement. C'est des moyens politique, une volonté politique. Donc responsabilité politique à ce sujet, Paul Poulain. D'ailleurs, alors pour le coup, après Lubrizol, après l'explosion du côté de Lubrizol, on avait eu la ministre de la Transition écologique et solidaire, une certaine Elisabeth Borne, tiens donc, qui avait lancé donc en 2020 un plan d'action gouvernemental avec renforcement des contrôles, plus de transparence, prévention des risques, création d'un bureau d'enquête indépendant. Qu'est-ce qu'il en est advenu de ça? Est-ce qu'on sait?
Sur les contrôles, il n'y a pas une augmentation suffisante, car de toute façon, ce qui avait été annoncé, c'était une augmentation de 50% du nombre d'inspections. Donc, on va passer de 18 000 à 27 000, mais en ne recrutant que 50 personnes supplémentaires. Donc passer de 1300 à 1350 temps plein, tout en augmentant de 50% le nombre d'inspections. Donc déjà, c'était un vrai problème, parce que ça voulait dire plus de travail pour les inspecteurs par rapport à ce qu'ils faisaient déjà, et beaucoup plus de travail. Donc on a perdu en qualité de contrôle. Déjà, dans une comparaison menée par des sociologues que j'ai cités dans mon livre, en moyenne, en France, les inspecteurs de l'environnement passent 4 jours sur un dossier pour un site Seveso. Ouais. En Italie, ils passent environ 10 jours. Et en Allemagne, environ 20 jours. Parce que pour rappel, la directive Seveso est européenne, donc elle permet quand même de comparer la mise en œuvre. Après la catastrophe italienne de Seveso, en l'occurrence. Ouais. En l'occurrence. Pour conclure, maître Dominique Andrery, sur ces questions-là, finalement aussi de renforcement des contrôles, vous parliez de responsabilité politique, notamment. Ça veut dire qu'il y a un engagement fort à prendre ici, du côté de nos responsables politiques. Il y a urgence véritablement ? Oui, il y a urgence, parce que les risques existent, on l'a dit, on le répète, mais les risques existent. Le seul moyen de pallier ces risques, c'est de faire les travaux nécessaires, c'est de prendre les mesures concrètes nécessaires. Et ça va bien au-delà des simples mesures d'inspection. Si les rapports des inspecteurs de l'environnement ne sont pas mis en œuvre, si la justice, si les décisions du préfet ne vont pas dans le sens de ces rapports, ça ne sert à rien. Il faut donc qu'il y ait cette correspondance entre les nécessités, l'économie et les moyens à mettre en œuvre. Une volonté politique doit s'accompagner de mesures concrètes pour que les sites utiles mais dangereux ne soient pas dangereux ou le soient le moins possible. Eh bien, merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. maître Dominique Andrery. On le rappelle, avocat à la Cour, docteur en droit de l'environnement, patrimoine culturel et naturel. Merci également Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, auteur de Tout peut exploser, enquête sur les risques et les impacts industriels. C'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup à tous les deux et puis bonne journée bien évidemment. Merci. Belle journée à vous. Et à la question, la présence d'usines classées Seveso à proximité d'habitations est-elle de nature à vous inquiéter ? Le résultat du sondage, c'est oui un peu. Oui un peu, 33%. Oui beaucoup, 47%. Et non à 19%. Donc ça inquiète beaucoup nos auditeurs. Ben voilà, en tout cas, avec ce débat, on aurait pu aussi mettre en avant la question du préfet. Ça, c'est important aussi à signaler. L'enjeu aussi, l'impact du préfet et sa décision qui peut être contrebalancée finalement avec les enjeux économiques. C'était important aussi de le signaler dans ce débat. Merci à nos deux invités. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants avec la tournée des festivals. On partira en Vendée. Il y a aussi Guy Carlier qui nous emmènera sur son autoroute des vacances. On salivera avec le chef Stéphane Paroche. Et puis restez avec nous surtout, on va vous faire gagner des super cadeaux. 4 passes pas tombé encore pour le parc Spirou. Non, pas encore. Un coup de fil et vous gagnez. Pas tout de suite. Non. On attend. Restez en ligne dans un instant. À tout de suite. Sud Radio.